suis Georges Calas, donc je suis professeur émérite à Sorbonne Université, qui était appelée Université Pierre et Marie Curie jusqu'à des temps récents. Et j'étais donc enseignant-chercheur, et en tant que professeur émérite, je continue un petit peu à enseigner et à faire de la recherche, évidemment. Mon style de vie n'a pas changé avec la retraite officielle, parce que on est dans des métiers dans lesquels la notion de retraite est souvent très relative, vu que ce sont des métiers qui correspondent souvent à une passion, à des motivations fortes personnelles, et que on est là pour augmenter, améliorer la connaissance donc humaine sur un domaine scientifique, science au sens large, scientifique au sens large, mais on n'est pas dans un travail avec d'objectif qui est fixé. On a une très grande liberté, c'est notre création en fait. Et de ce point de vue-là, on se considère souvent très proche des artistes créateurs, puisque c'est la création du savoir en fait. Et donc, comme pour les artistes, bien là, l'activité continue, voilà, tant qu'on peut, tant que c'est intéressant, tant qu'on peut apporter une contribution qui permet de progresser et qui permet à tout le monde de progresser. Évidemment, il faut faire très attention à ne pas devenir un poids ensuite, et donc à savoir se retirer progressivement sur la pointe des pieds. Voilà. Ça remonte à très loin en fait, c'est une passion que j'ai depuis la fin de l'école primaire. Donc c'était tout à fait initialement, c'est parti. C'est souvent des anecdotes, c'est souvent des rencontres qui font que vous allez déterminer la vie qui deviendra la vôtre. Donc moi, ça avait été une petite collection de minéraux d'Auvergne qui m'avait été donnée par mes oncles et tantes, et qui étaient des petits minéraux très modestes, mais montrant des couleurs, des formes de cristaux qui m'avaient vraiment fasciné, parce que je trouvais que c'était pas l'homme qui l'avait fait. Et donc j'ai commencé à me renseigner, à regarder, à lire. J'avais un grand-père qui était instituteur, qui avait donc beaucoup de livres variés, de grandes encyclopédies. À l'époque, évidemment, quand j'étais un enfant, il n'y avait pas d'Internet. Il fallait attendre quand même longtemps avant qu'il y ait Internet. Et donc, j'étais le nez dans des grands livres, et je passais des journées et des journées à lire et à feuilleter. Pas uniquement d'ailleurs les minéraux, mais ça a été cette conjonction de curiosité intellectuelle et de ce domaine particulier des minéraux qui fait que quand j'étais en vacances, je regardais souvent, par exemple, dans le lit des rivières, parce que les rivières ont l'énorme avantage de vous amener des débris de tous les terrains au travers desquels elles sont passées. Et dans les Alpes, en Autriche, en France, dans le Massif central, très souvent, en regardant de près dans une rivière, vous trouvez des petits grenats rouges, vous trouvez des minéraux verts, une grande variété qui, lorsque vous êtes intéressé, ça vous suffit déjà. Vous avez déjà un plaisir, voilà, votre journée vous a apporté quelque chose, et vous avez vu de jolis minéraux, et vous avez pu en prendre quelques-uns, et puis voilà. Donc je me suis fait une petite collection, très modeste évidemment, mais voilà, donc ça vient depuis longtemps, et puis ça s'est conforté. Je me trouvais de plus en plus intéressé par ce domaine, et donc j'ai eu la chance, au travers des études que j'ai faites, j'ai eu la chance de pouvoir le concrétiser. Mon expérience, c'est en tant que chercheur, c'est en tant que travaillant dans l'administration. J'ai été chargé de mission au ministère de la Recherche. Je me suis occupé de différentes structures de recherche en France et à l'étranger. Et effectivement, ça permet donc de voir, on voit des caractères qui sont extrêmement contrastés dans la recherche. Des gens qui sont très sûrs d'eux, des gens qui doutent énormément de ce qu'ils font. Là, on reproduit évidemment la société. Et très souvent, on est dans une communauté dans laquelle on est libre. Donc, la communauté scientifique est une communauté extrêmement libre, et donc ça peut amener effectivement des situations un petit peu extrêmes dans les deux cas, avec des scientifiques qui vont malheureusement très peu communiquer et qui vont travailler
il y en a peut-être moins maintenant, mais il y a quelques dizaines d'années, il y avait beaucoup de personnes qui étaient comme ça et qui travaillaient pourtant beaucoup, mais que personne n'a réalisé en fait ce qu'ils ont fait. Et au contraire, on a des scientifiques excellents et qui savent en plus très très bien communiquer, très bien parler. Et c'est maintenant dans les structures modernes des laboratoires, c'est évidemment un aspect qui est fortement encouragé, qui est d'aller vers le public, d'aller vers les médias et donc de pouvoir recadrer ce que l'on fait dans un cadre plus large. Alors, la différence aussi dans la recherche de ce que j'ai pu voir sur quand même quelques dizaines d'années dans lesquelles j'ai pu travailler, c'est qu'on a beaucoup de facilité maintenant à pouvoir collaborer par exemple avec des grands organismes, avec des grandes entreprises. La recherche au niveau international est devenue une norme, donc on est tous impliqués dans les activités éditoriales des grandes revues internationales, on est dans des comités dans lesquels on rencontre, alors on rencontrait réellement, puis maintenant ça se fait en visio, nos collègues étrangers, des comités qui vont gérer des grands instruments, qui vont gérer des congrès qui continuent à se passer même de façon virtuelle, hein, on se retrouve à travers des écrans. Et donc c'est un peu challenging parce qu'effectivement il faut être au niveau hein, pour pouvoir survivre au niveau international, mais c'est extrêmement gratifiant. On est très content parce qu'on est totalement en dehors de son université, en dehors de son cadre national. Et bon, voilà, nos interlocuteurs viennent des différents continents et des meilleures universités des différents continents. Donc ça, c'est extrêmement stimulant et très, très agréable. Alors, les minéraux comme ceux, par exemple, qui nous environnent dans cette collection du minéraux, on a une vision très déformée de la nature. C'est-à-dire que dans la nature, lorsque vous allez vous promener, vous allez voir, pareil, par exemple, on va voir des calcaires, des marnes, des argiles. Bon, ce n'est pas en général des choses qui font rêver parce que bon, dans une argile, les cristaux sont très petits, ils font en gros 1 micron. On n'a pas un œil qui est un microscope électronique, donc ce que l'on voit, c'est simplement une masse informe. Lorsqu'on met de l'eau, ça fait une pâte. Enfin, ça n'a rien de spécialement glamour. Et les roches, c'est pareil, elles sont constituées des roches dures. Lorsqu'on est dans le Massif central, en Bretagne, etc., on va voir des granites. Dans le Massif central, on va voir aussi des basaltes, qui sont effectivement les roches qui font les paysages. Mais il n'y a pas de minéraux, en général, des minéraux spectaculaires qui leur sont associés. Pourquoi ? Parce que pour qu'un minéral puisse se développer, il lui faut de la liberté. Il lui faut un espace dans lequel il puisse pousser. Lorsque vous êtes dans une roche qui est solide, le minéral qui est en train de se former, comme tous les autres minéraux qui sont en train de se former autour de lui, se contraignent mutuellement et en général, ils n'ont pas de forme qui leur sont propres. Donc on les voit, hein, lorsque vous voyez un granit, et on le voit par exemple à Paris sur les bordures de trottoirs, beaucoup de bordures de trottoirs sont en granit, à cause de la résistance de cette roche. On voit des cristaux qui sont blancs, des cristaux qui sont gris, même enfin en se penchant, avec prudence évidemment si c'est sur un bord de trottoir. On voit des petits points noirs, donc ce sont des minéraux, mais bon, ils ne sont pas spectaculaires, on ne va pas prendre une bordure de trottoir pour la mettre dans un musée. Donc les minéraux que vous voyez autour de nous, en fait, ce sont des minéraux qui ont pu se former dans ce qu'on appelle, en général, donc dans ce qu'on appelle des filons, donc qui sont des fractures un peu ouvertes, alors un peu parce que ça peut être quelques centimètres, quelques millimètres, quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres, dans lesquels on traversait des fluides. Donc ces fluides, c'est de l'eau, avec du gaz carbonique qui est dissous, avec des sels qui sont dissous, par exemple du chlorure de sodium, du NaCl, qu'on connaît bien, et sur des températures qui vont être extrêmement variables, depuis la température ambiante, lorsqu'on est par exemple dans le bassin parisien, jusqu'à des températures de plusieurs centaines de degrés. Donc là, évidemment, les fluides sont sous pression, parce que sinon c'est de la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau, évidemment, ne transporte pas beaucoup de matière, hein, puisque c'est un gaz. En revanche, ces fluides sous pression transportent des quantités considérables de matière. Et comme ils se déplacent donc, dans ces failles, dans ces zones faillées, eh bien, les minéraux vont pouvoir se former avec la logique de leur structure cristalline, en étant libres, hein, puisque le fluide ne va pas exercer de contraintes spécifiques sur cette liberté de croissance. Et donc cette croissance cristalline est ainsi facilitée. Et donc cette collection en fait offre une image déformée parce que seuls certains minéraux vont se former dans ces conditions-là. Et
Donc on ne va pas avoir les gros minéraux qui forment la Terre, qui sont en fait exposés ici. On en trouve, mais ce n'est pas les plus beaux minéraux de la collection. Et les plus beaux minéraux de la collection pourront être considérés par les géologues, donc qui travaillent sur l'histoire de la Terre et la constitution de la Terre, vont être considérés comme anecdotiques. Alors que pour nous, minéralogistes, ils sont extrêmement intéressants parce que le minéralogiste, en fait, effectivement, les minéraux sont formés dans la nature, mais le minéralogiste passe souvent sa vie à l'échelle atomique. On est à l'échelle du site qui est occupé par un élément chimique. On regarde comment se trouve cet élément chimique dans le minéral. Donc, on est vraiment très, très myope. On est à l'échelle de l'angstrom, 10 puissance moins 10 mètres. Donc, c'est vraiment très, très petit. Et donc, cette vision très, très microscopique en fait, du minéral, c'est ça qui fait notre motivation par rapport justement au géologue qui, lui, va utiliser les minéraux pour comprendre comment la Terre se forme. Et donc, ce sont souvent pas exactement les mêmes minéraux qui seront les plus intéressants pour les deux communautés. De façon générale, c'est de suivre ses passions, c'est-à-dire d'avoir des passions, de suivre ses passions. Maintenant, je dirais, grâce à Internet, on peut effectivement acquérir des connaissances, s'accaparer des connaissances de façon très proactive. Donc il ne faut surtout pas résister justement à ça. L'autre point dans la réalité de tous les jours, c'est qu'il faut être... donc ça doit être une motivation pour très bien travailler, pour s'en sortir, parce que ce type de carrière, ce sont des sélections. Donc vous êtes sélectionné. Donc moi j'ai fait par exemple des classes de préparation aux grandes écoles, j'ai été reçu à une grande école. Après ça, j'ai été reçu par exemple à l'agrégation, donc qui est un autre concours, et puis ensuite vous rentrez au CNRS, qui est un autre concours, parce qu'il y a un nombre de postes très limité au Centre national de la recherche scientifique, et puis ensuite vous rentrez à l'université, c'est encore un autre concours, parce que là c'est un poste dans une discipline donnée. Donc c'est de passer ces barrières, et après toute votre vie en fait, il faudra essayer d'être bon. Parce que sinon, petit à petit, ce qui est tout à fait normal, eh bien, petit à petit, vous allez être écarté, et puis il y aura d'autres personnes qui développeront d'autres aspects. Donc si vous croyez vraiment, ce n'est pas uniquement donc un plaisir personnel, c'est aussi de croire à ce que vous faites, et ce que vous souhaitez, c'est transmettre cette passion dans votre domaine pour qu'il y ait un relais. Et ça, c'est le grand plaisir de l'enseignant-chercheur. On a des étudiants à différents niveaux, on les a depuis la première année de licence, quand ils sortent du baccalauréat, et puis on les a en thèse. On en a en thèse aussi, en général, enfin très souvent ce ne sont pas les mêmes. Et les étudiants en thèse, et puis on va passer 3 ans avec eux tous les jours. Donc on les verra, on discutera de leur travail, c'est eux qui font leur travail, c'est pas nous qui le faisons, mais on est là aussi pour les conseiller, pour les épauler, pour leur donner confiance. Et c'est un vrai plaisir de voir après justement les carrières qu'ils peuvent avoir. Donc à titre juste d'illustration, j'ai une 50aine de doctorants qui ont fait leur thèse dans mon environnement. Alors je ne suis pas seul, il faut vraiment dire qu'il n'y a plus de scientifique génial, isolé du monde sur son île déserte. On se trouve dans des laboratoires dans lesquels il y a d'autres personnes très motivées. On est dans des équipes qui sont drivées par des chercheurs qui amènent aussi leur dynamique, et c'est l'ensemble de la dynamique qui fait que c'est extrêmement intéressant. Et donc le message, c'est aussi de ne pas avoir peur d'être très spécialisé. En étant très spécialisé, on peut ensuite couvrir des domaines qui sont extrêmement variés. Mais on a des activités qui vont depuis la science des matériaux jusqu'aux sciences des patrimoines. Donc on travaille par exemple sur les vitraux, sur la façon dont étaient fabriqués les vitraux au Moyen-Âge. On travaille sur les sciences de l'environnement, on travaille sur les problèmes du développement durable, associés aux métaux critiques, à ces métaux dont on a maintenant besoin pour la transition écologique. On se trouve ainsi embarqué dans des domaines qui sont extrêmement variés, et on va se trouver en responsabilité dans des domaines qui sont très variés. Moi, j'ai été administrateur, par exemple, du bureau de recherche géologique et minière, mais comme j'ai été au comité ministériel de la recherche, du ministère de la communication, de la culture et de la communication. Donc, ce sont des activités qui semblent extrêmement différentes,
mais pourtant vous y venez avec votre pertinence, avec votre connaissance, et si on vous y a mis là, c'est qu'il y avait un besoin justement d'avoir ce type d'apport, et puis ensuite, bon, voilà, vous passez la main à d'autres qui vont venir avec leur propre expérience. Donc on est très service public avant tout, pour que justement ce que l'on fait, grâce, on reconnaît aux impôts de la collectivité, eh bien, de façon à ce que ce soit optimisé et que ce soit utilisé au mieux par la société. Alors, remercier les personnes, oui, c'est pas très facile parce que bon, alors en revanche, ce terme de remerciement est tout à fait judicieux parce que ça nous amène aussi à la modestie. C'est pour ça que je vous disais à plusieurs reprises que c'est pas ce que l'on fait, c'est pas uniquement pour nous tout seuls isolés, c'est pour une communauté. Et cette communauté, elle nous a servi. Donc c'est vrai que j'ai été, comme je l'ai dit, ma famille, mes grands-parents, mes parents, enfin, je suis dans une famille où il y avait pas mal d'enseignants, donc dans le primaire, et donc ils ont effectivement contribué à mon éveil depuis le plus jeune âge, et ça, je pense que l'éveil, la curiosité est un bon complément de la passion. Donc ça évite justement de trop se fermer. Quand on est curieux, on ira toujours regarder un petit peu à côté, et souvent il y a vraiment de grands plaisirs. Et ensuite, bon, je remercie ceux qui m'ont fait confiance en fait, tous les collègues qui m'ont fait confiance. Donc j'ai eu la chance d'être dirigé au début de ma recherche par Hubert Curien, qui a été ministre de la Recherche à plusieurs reprises, dans plusieurs gouvernements différents, et qui à ce moment-là n'avait pas encore ses responsabilités, mais qui m'a justement permis de prendre beaucoup de recul par rapport à une expérience précise que vous faites, et en la resituant en permanence, en me mettant justement dans une position qui était assez originale, intermédiaire entre physique et sciences de la Terre, qui sont deux disciplines qui, de fait, sont souvent assez séparées, et donc en montrant justement que les minéraux pouvaient être de très belles illustrations de grands principes physiques, de même que la physique fine pouvait apporter beaucoup donc, à la minéralogie. Donc c'est voilà, le remerciement pour ces personnes qui m'ont aidé, de même que quand j'ai été reçu à différentes écoles, j'ai contacté des enseignants de minéralogie pour savoir quelle école serait la plus judicieuse. Donc, voilà, donc ils m'ont effectivement conseillé de rentrer donc, à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, qui est maintenant l'école normale supérieure de Lyon. Et donc ça m'a effectivement conforté dans cette devoir ensuite de minéralogie. Et après, j'ai été, je ne peux que remercier tout mon environnement. Je n'ai jamais eu d'environnement réellement hostile. Et ça, c'est extrêmement agréable parce que il y a souvent des cas, y compris en recherche, où vous avez à vous battre contre des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, pour parler rapidement, et je n'ai jamais eu ça. J'ai toujours eu une confiance des gens et des communautés qui m'environnent, et ça c'est vraiment un très très grand plaisir. De pouvoir ensuite moi-même le rendre, j'ai coordonné des réseaux nationaux, régionaux, où il y avait des équipes venant de différentes disciplines, et justement en les encourageant à travailler ensemble, et essayer de mettre donc une atmosphère positive dans toutes ces relations. La vie est courte, donc autant quand même en profiter.